Alors. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux du coup? Voilà, ça y est. J'ai eu un petit souci technique. Alors, du coup, est-ce que vous allez bien? Bienvenue dans ce live, ce nouveau live. Mieux, oui, j'imagine bien. Donc, bienvenue dans ce live sur le coin de l'IT. Voilà, donc bienvenue, chers conquérants et conquérantes. Ou l'inverse, plutôt. Bon, en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Là, c'est le second live, du coup, officiel de ma chaîne. Donc, dans l'objectif de traiter de l'actualité. Bon, même s'il faut avouer que ça n'a pas été évident, là, de tirer des infos intéressantes pour cette semaine. Parce qu'il y a eu assez peu d'actualité, on va dire. D'un côté, la dernière fois, j'avais fait quand même le cumul de quasiment 2 à 3 semaines d'actualité. Et puis, il faut dire, entre le CES et le putain de rachat de, de Microsoft, effectivement, ça faisait quand même déjà beaucoup de sujets à traiter, mais en tout cas, j'ai trouvé quand même quelques petites infos à traiter, à voir un peu si on fait un petit débat sur la fin, mais bon, pour l'instant, on va voir, on verra bien si ça, s'il y a du monde, s'il y a de quoi dire, mais en tout cas. Voilà, s'il y a du monde pour participer, pourquoi pas, à la limite. Mais bon. Donc en tout cas, voilà. Bref, bon, on va laisser venir un peu quand même, je me dis, je vais vérifier un peu le débit est pas top. Mais bon, ça a l'air d'aller. A priori, nous sommes 3, donc bienvenue pour ce live. Alors c'est vrai qu'il faut que je surveille le chat aussi Discord. Donc voilà, bah, pour rappeler comme ça, juste en passant. Donc n'oubliez pas qu'il y a le chat pour discuter. Je serais ravi de répondre à vos questions. Que ce soit des questions informatiques ou vaguement informatiques ou de problèmes informatiques aussi. Je suis je serais ravi de répondre à des questions, voire de chercher une réponse aussi, hein, ça peut selon la complexité de la question. Mais en tout cas, voilà, c'est le but de cette émission, voilà, de pouvoir discuter d'informatique, de vendre ma passion, enfin de vendre, de transmettre ma passion, c'est le mot plus adapté. Mais en tout cas, voilà, donc n'hésitez pas, il y a le chat donc Twitch, Discord, le Discord Conquer World, hein, qui est donc le serveur de la communauté. Donc n'hésitez pas à participer. Alors, juste, je vérifie ce que j'ai l'impression d'avoir un petit bruit désagréable dans le micro. Voilà, c'est bon, a priori, ça a l'air d'être passé. Donc, en tout cas, première chose, tiens, juste pour histoire d'attendre un peu s'il y a quelques personnes qui peuvent arriver. Je vois qu'on a fait une chute du nombre de personnes. Ça fait peur, a priori, ce que j'ai dit. Donc du coup, juste pour info, effectivement, sur la partie Discord, tant que j'y pense, parce que j'ai l'impression que le sujet étant un peu, enfin l'outil étant peu utilisé, j'ai l'impression que peu de monde. Oula. Il y a eu quelques bordels dans mon setup là. Qu'est-ce qui s'est passé encore? D'accord, il a inversé mes écrans. Hop, voilà, c'est mieux. Donc je disais. Ah oui, d'accord, j'ai tout perdu. Voilà. Euh... Décidément, c'est fastidieux aujourd'hui. Donc du coup, je disais, dans Discord, je partage les actualités et vidéos que j'ai pu voir et apprécier, hein. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de tout, hein, que ce soit de l'espace, de l'informatique, du jeu vidéo, du un peu plus engagé selon les cas, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est des infos qui m'ont marqué ou intéressé. Donc n'hésitez pas à y participer, soit en ajoutant une réaction, que je pourrais montrer que ça vous a intéressé aussi. Mais vous pouvez aussi créer des fils maintenant sur Discord, qui permet en fait de créer un peu un channel à part dédié à cette actualité ou à cette vidéo. Donc du coup, n'hésitez pas à le faire. Je serais en tout cas ravi d'y participer
Voilà, donc par exemple, créer un fil, c'est simplement on passe la souris sur le topic et on fait créer un fil et à partir de là, tout le monde peut participer, c'est discuter du coup de la thématique concernée. Donc j'avais essayé un peu avec l'actu Microsoft, j'ai l'impression que tout le monde l'a pas vu. Ou simplement que ça intéressait personne, c'est possible aussi. Bon, en tout cas, voilà, il y a possibilité de le faire, donc n'hésitez pas. Voilà, c'était la petite auto-promo pour cette fonctionnalité. Ce que je pense, c'est ce que partager les actus, c'est bien, pouvoir en discuter, c'est mieux. Et effectivement, je voulais pas mélanger en fait les sujets qui concernent les actualités avec la taverne, sinon ça aurait été un bordel, je pense, sans nom, d'avoir 50... on va dire, en général, quand je lis les actualités, je fais un lot en un coup, donc en général, je vais faire deux trois actus d'affilée. Même si là, cette dernière semaine, il n'y en a pas eu tant que ça. Mais du coup, ça va être... En général, ça risque de passer par paquet, donc c'est un peu... voilà, je pense que pour moi, c'est mieux de séparer les deux. Bon, en tout cas, voilà. Donc n'hésitez pas. Ça peut être utile. Alors, je regarde un peu. Hop, voilà. Donc je repasse mon chat de l'autre côté. Hop, et c'est parti. Du coup, eh ben, on va peut-être commencer là, parce qu'a priori, bon, je dirais qu'il n'y a pas grand monde, mais ça devrait rejoindre en cours de route, je l'espère. Donc voilà, ben c'est parti, on va dire. Première actualité que j'ai pu remarquer. En tout cas, c'était une actualité qui vient donc de toutlinux.com, qui traite en fait un peu de la facturation du cloud, un vrai Far West selon cette étude. Alors, bon, en résumé, ça exprime l'idée que effectivement le cloud donne de sacrées surprises au niveau des factures. Alors, bon, dans le principe, c'est vrai, hein, enfin, c'est vrai. C'est-à-dire que si on a des bases de gestion de serveurs à l'ancienne, donc ça veut dire qu'un serveur dédié, etc., effectivement, le cloud, ça coûte cher. Parce qu'effectivement, si on reproduit à comment dire, la même structure avec une copie à l'identique des bibliothèques de l'ensemble des serveurs, donc c'est-à-dire à Apache, machin, enfin à la base de données, etc., etc., effectivement, le cloud va coûter plus cher. De toute façon, ça se mesure relativement rapidement. Je pense que il y a certaines personnes qui se lancent dans des trucs sans forcément bien les maîtriser et sans même vraiment se renseigner. Effectivement, moi, on va dire, ça fait des années maintenant que je m'occupe de serveurs, que je gère des infras. Et effectivement, je m'étais jamais vraiment... je me suis jamais lancé vraiment dans le cloud parce que, ben, effectivement, l'ensemble de mes infras que je construis aujourd'hui sont plutôt classiques, entre guillemets. Dit comme ça, j'ai l'impression d'être has-been dans l'informatique, mais non, c'est juste que ça a ses avantages aussi. Puis surtout, il y a certaines applications professionnelles qui sont obligées d'être en local. Donc effectivement, j'ai jamais eu de besoin en fait d'externaliser ou de gérer en fait des solutions en cloud. Mais même si j'ai deux trois services qui pourraient être basculés en cloud, bah vu le boulot que ça représente aussi de le faire et que j'ai déjà les ressources en interne, l'utilité est très relative. Et c'est là-dessus en fait la réalité du cloud, c'est qu'effectivement pour que le cloud soit intéressant, il faut développer cloud dans le sens qu'il faut une solution adaptée au cloud et pas l'inverse. Enfin, tout du moins, on peut adapter des solutions non cloud en cloud, mais ça veut dire qu'il va falloir mettre les mains dans le cambouis, quoi. Parce que là, c'est pas toujours évident. Il faut commencer à maîtriser son sujet. Donc, il faut creuser assez loin en fait dans le détail pour vraiment réussir à optimiser le fonctionnement des logiciels. Mais c'est quand même, on va dire, c'est pas un truc qui va se faire facilement. Et effectivement, je pense que même pour l'apprentissage et découvrir ce que c'est un serveur, commencer par un serveur local, je pense que c'est déjà pas mal. Ça permet d'avoir de bonnes bases et de comprendre en fait aussi comment fonctionne le cloud par l'intermédiaire de serveurs classiques.
Mais bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont fait avoir. Parce qu'il y avait la croyance de dire le cloud va faire des économies considérables. Ce qui est en partie vrai quand même sur le stockage, par contre, ça c'est une certitude. Alors, en 4013, du coup, dans le chat, je crois que le prix s'adapte automatiquement à l'utilisation. La fréquentation, non. Ça dépend. En fait, le cœur du problème, c'est que si tu raisonnes de la même façon qu'on fait un serveur classique, par exemple, tu as ton serveur Apache, ton MySQL, dans ton instance, à toi. Donc du coup, bah, effectivement, tu vas avoir ton PHP d'installer, tu vas avoir tes librairies d'installer, tu vas avoir tous ces éléments-là. Et bah, au final, tu vas les charger. Donc ton serveur, il va être actif en permanence. Ce qui n'est pas le but du cloud. En fait, si tu structures correctement ton projet et ton programme, en fait, tu vas utiliser les librairies partagées dans le cloud pour faire en sorte de décharger au maximum l'exécution de ton instance pour faire en sorte que d'une, elle va se scaler automatiquement, c'est-à-dire que s'il y a peu de requêtes, donc tu as ton serveur à sa taille minimale qui va coûter le moins cher possible, et dès qu'il y a plus de fréquentation, il va se scaler en fait en fonction des ressources nécessaires. Mais tu peux aussi aller plus loin en mode cloud avec vraiment la base de données qui est gérée en fait par des instances spécialisées qui sont déjà optimisées pour faire en sorte que tu ne payes que le traitement à la requête, etc., etc. Mais du coup, voilà. Et c'est là-dessus effectivement où tu vas gagner beaucoup plus qu'un vrai serveur. Parce que finalement, un vrai serveur dédié, quand tu as plein de services additionnels, quand tu as plein d'outils personnalisés, ou que tu as des librairies où tu vas avoir quand même la main sur qu'est-ce qui est chargé ou pas, bah effectivement, ou de personnaliser aussi des librairies, comment dire, de projets existants, enfin en tout cas des librairies par rapport aux librairies publiques qui sont accessibles dans le cloud, effectivement, si t'es pas dans les standards, en fait, un serveur dédié sera plus performant, enfin moins cher, qu'un cloud. Là où, par contre, si tu es sur des applications très standards, alors, effectivement, le cloud va être super optimisé à condition que cette solution que tu veux déployer soit conçue pour ça. Donc, et c'est là-dessus où effectivement il ne faut pas se faire piéger parce que effectivement beaucoup d'entreprises se sont laissées porter par l'illusion, en tout cas la croyance que le cloud c'est moins cher. Ils ont juste copié-collé leur infra et du coup ils ont perdu de l'argent parce que c'est pas fait pour ça le cloud. Parce que c'est pas pour rien, parce que sinon tous les hébergeurs auraient disparu et le cloud aurait dominé complètement le marché, ce qui n'est pas le cas. Les hébergeurs ont encore largement de quoi faire. Beaucoup de monde prend encore des serveurs et c'est pas une question simplement c'est en partie effectivement d'une certaine inertie parce que quand tu as construit une infrastructure, tout reprendre de zéro, voilà, faut à un moment donné, ça fait des années d'investissement, des années de solutions développées en interne, ce genre de choses. Tu changes pas tout du jour au lendemain. Enfin, c'est à un moment donné, ça reste des entreprises qui ont des objectifs économiques. À un moment donné, on peut pas non plus réinventer la poudre tous les 2 ans. Hein, à un moment donné. C'est pas si simple. Mais en tout cas, c'est donc les applications développées en microservices sont optimisées de base pour le cloud. Bah effectivement, oui, c'est même le but. C'est même pour ça qu'il y a certains protocoles. Alors, comment il s'appelle déjà le protocole? Mais il y a des protocoles dédiés pour certains types de transmissions, etc., qui sont en mode microservice. Enfin, microservice, tout ce qui est microservice, web service, API, etc. Oui, effectivement, le cloud, c'est même plus qu'optimisé. C'est fait pour ça, en fait. À ce niveau-là, c'est fait pour ça. Parce que ça permet vraiment de focus uniquement le traitement sur la fonction pure
en se limite, selon le type de cloud, hein, tous les clouds ne sont pas construits de la même façon, et tous les services du cloud ne sont pas construits de la même façon. Il y a certains qui fonctionnent en instance, qui sont calqués sur Debian, etc., donc classique. Il y a des serverless où on est en mode pur développement de fonctions, et on paye vraiment juste le temps de traitement, le peu de mémoire que la fonction va demander, et c'est parti, quoi. Voilà, on est sur ce genre de possibilités. Et du coup, effectivement, oui, genre le reste, JSON et via HTTP, oui, c'est le standard. Aujourd'hui, c'est devenu un standard. Ça devient très utilisé. J'avoue que je commence à peine à à me lancer là-dedans. Là, je pense que mes alternants peuvent en témoigner. J'ai fait une. Alors, je savais que ça existait, mais j'ai découvert qu'assez récemment tout le potentiel de puissance que peut apporter ce genre d'outils. Parce qu'à la base, je le voyais, on va dire, pour moi, les API, web services, etc., on était sur un cran de services qui étaient, je dirais pas inutiles, mais en tout cas, à mon échelle, n'apportaient pas forcément tant que ça. J'ai fait une erreur, clairement. Je pense que c'était une erreur. Parce que, effectivement, là, après avoir creusé pendant quelques jours là, le fonctionnement des web services, des API, les interactions et tout le potentiel que ça peut apporter, oui, je pense que j'ai fortement basculé en web service ces prochaines semaines, mois, années. Je pense que j'aurai beaucoup de trucs à dire, je pense, dans les lives à venir. En tout cas, voilà, c'est le cloud, faut pas se laisser piéger. Et là-dessus, du coup, je profite pour faire une pub d'un YouTuber qui a fait qui a parlé plus de crypto-monnaie ces derniers temps que de ça, mais qui est Cocadmin. Je pense que certains l'ont déjà vu. Je pense que j'en avais déjà parlé aussi. Je l'ai partagé à mes alternants, stagiaires aujourd'hui au taf, mais du coup, je recommande chaudement parce qu'il a fait quelques vidéos, en particulier celle qui m'a fait beaucoup rire, c'est... alors attends, c'est pas celle-là. C'était la vidéo sur comment dire, des API. Alors attendez, il a fait une vidéo, on va la retrouver. Voilà, c'était avec les McFlurry, qui est assez drôle au final et très intéressante sur le fonctionnement de ces outils-là. Et je recommande vivement du coup sa playlist sur le cloud computing. Et effectivement, je trouve sa liste plutôt intéressante. Je vais pas lancer la vidéo du coup. Mais pourquoi éviter le cloud surtout? J'ai regardé les autres. Bon, après les dernières m'intéressaient un peu moins. Mais du coup, je recommande vivement parce que c'est une très bonne vulgarisation de ces outils. Voilà, bref, c'était le petit coup de pub au passage. Donc voilà. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions. Parce que j'ai fait. Là, c'était un tour assez technique. J'ai commencé direct sur la news un peu technique d'entrée de match. J'espère que ça n'a pas fait trop peur. Mais bon. Donc, du coup, passons à l'actualité suivante. Donc, je sais pas si vous avez suivi l'actualité depuis, voilà, parce que là, c'est quand même, on parle d'une condamnation qui date de 2009, hein, qui a été retoquée récemment. Donc là, ça a été retoqué ici, là, pour une amende qui était censée payer Intel pour abus de position dominante envers AMD, en sachant que j'étais même pas au courant en plus que effectivement Intel avait carrément comment dire, négocier avec des grossistes et revendeurs pour faire en sorte d'avoir une forme d'exclusivité sur la vente de matos. Donc effectivement, c'est là le côté quand même abus de position dominante était quand même assez poussé. Mais finalement non, là après des années de procédure, finalement non. En fait, le tribunal a décidé que finalement il paierait pas. Voilà, donc intéressant quand même d'avoir ce genre de pratique et de finalement ne pas être condamné à la fin. C'est assez
Étrange, et puis surtout, c'est que, ben, du coup, à quoi ça sert de faire des amendes pareilles si c'est pour les retoquer quelques dizaines d'années après. Mais bon, tant pis, hein, c'est la Commission européenne, ça s'ira sur 1,06 milliard d'amendes. C'est bon, pourquoi pas, hein, c'est c'est un concept. Mais bon, donc passons à l'actualité suivante, hein, parce que celle-là, finalement, il n'y avait pas grand-chose à dire. Et donc on va parler de la mise à jour de Windows 11 qui, pour février, a priori, annonce quand même du lourd. En dehors des quelques petits correctifs sur la barre des tâches et comment dire, il y a aussi le gestionnaire de tâches qui est modernisé, bloc-notes, etc. Mais surtout, et c'est même là qu'on pourrait avoir un sujet de live, de débat. Donc là, il va y avoir une grosse mise à jour du Windows Subsystem avec sa nouvelle branche qui était, parce qu'ils avaient déjà Windows Subsystem for Linux qui permettait du coup d'exécuter du Linux sous Windows. Bah du coup, ils sortent la version Android. Avec carrément le Play Store Google qui serait accessible en pseudo-natif sous Windows. Donc on n'aurait même plus besoin d'utiliser, alors je sais pas comment il s'appelait le logiciel. Il y avait un logiciel d'émulation d'Android, c'est Blue Shark ou un truc du genre, je me trompe peut-être. Mais du coup, bah, il n'y en aura plus besoin, parce que effectivement, nativement, quasi nativement, on pourra du coup exécuter des applications Android sous Windows. Et c'est là-dessus où effectivement je pense qu'il y a un sujet de débat qui pourrait être intéressant. Alors, peut-être avec un peu plus de monde, parce que là je crois qu'on est deux. Hein, merci pour mes deux viewers. Donc c'est un sujet de débat sur ben, la domination de Microsoft, hein, donc sujet très large, mais en particulier de Windows, qui aujourd'hui je trouve va, enfin en tout cas, a tous les éléments en main pour faire disparaître Linux du milieu desktop déjà, et potentiellement enfin attaquer le côté serveur, même si là j'avoue que c'est quand même ça risque d'être plus compliqué quand même de faire tomber le côté serveur, parce que là, Linux là, est particulièrement bien implanté côté serveur. Et encore, à demi-mot, dans le sens qu'une bonne partie des infrastructures quand même d'entreprise ont forcément de Windows à côté. Mais là, quand même, effectivement, avoir le Windows Subsystem, Linux et Android sur la même machine, avec une interface quasi native, euh, là ça commence à être compliqué, parce que du coup là où effectivement on avait la possibilité hein, de développer de l'Android, du Linux et du Windows sur la même machine, là en plus de pouvoir le développer, on peut aussi l'exécuter, tester, mettre en place en ligne de commande l'ensemble des protocoles de test avec une lib et une interface qui est voilà, au plus proche du fonctionnement d'Android, Linux et de Windows. Bon, là-dessus, effectivement, ça risque de faire très mal sur le marché. Parce qu'effectivement, ça devient vraiment. Windows devient vraiment intéressant dans ce domaine-là. Là où déjà, effectivement, bah, comme la plupart des applications professionnelles tournent sous Windows, bah, la plupart des postes avaient soit un dual boot, soit la possibilité de lancer les deux. Mais là, du coup, il n'y a même plus besoin de faire une VirtualBox ou autre chose. Hein. On a directement le subsystème qui est compatible Linux et Android. Prochaine étape iOS, bah, c'est aussi drôle que ça puisse paraître, c'est pas impossible. Déjà, il y a ce qu'il faut sous Linux. C'est-à-dire qu'il y a déjà une bibliothèque qui permet de rendre compatible et d'exécuter en fait des applications Mac sous Linux. Donc, si on installe cette même librairie dans le subsystème Linux de Windows, théoriquement, on devrait pouvoir exécuter des applications Mac sous Windows. J'avoue que ça pourrait peut-être être un truc sympa de live aussi, tiens. Le petit test technique, lancer du Mac sous Windows.
Ah, ça pourrait être le petit challenge de, de live, ça. Tiens, ça pourrait être drôle. Voilà. Le challenge. Lancer du Mac sous Windows via le subsystème Linux. Pourquoi pas, tiens. Ça va garder dans un coin de la tête. Ça pourrait être drôle. Enfin, drôle. Pour un bidouilleur de l'extrême comme je suis, oui, c'est drôle. Mais Microsoft essaye peut-être d'anticiper. Anticiper, clairement, oui, ça c'est sûr. Parce que, clairement, dans le milieu du développement, il y avait quand même une certaine migration de personnes qui étaient d'abord intéressées par Linux parce que pour le côté libre et qui ont basculé côté Mac parce que Mac apportait une compatibilité beaucoup plus large que Linux et Windows. Si Windows commence à avoir un subsystème stable, qui est déjà à peu près le cas, hein, le sous-système Linux est déjà plutôt pas mal. S'ils ont fait celui Android, et qui fonctionne quasiment au même niveau de stabilité que Linux, voire même qui vont plus loin, parce que pour l'instant, le sous-système Linux, je crois pas, peut-être que je me trompe, mais c'était pas le cas encore récemment. On n'a pas la gestion du son proprement, on a les accès graphiques qui commencent à peine à arriver. Alors, c'est sous forme de machine virtuelle, oui et non. C'est ça la subtilité du subsystème Android ou Linux. Hein. En fait, la façon d'architecturer ça, c'est qu'effectivement là, comment dire, le projet en fait de Microsoft par le subsystème, et c'est en fait de se calquer sur le fonctionnement d'un kernel Linux, tout en ayant un kernel Windows derrière. En fait, ils mettent juste en fait une librairie, enfin une bibliothèque qui va capturer en fait les appels d'applications Linux et les interpréter pour les faire fonctionner directement dans le kernel Windows. Donc on est un peu sur les bibliothèques header du kernel Linux enfin du kernel sous Linux. C'est pareil en fait, c'est même ça. En fait, ils ont créé un header du kernel Windows qui répond aux appels Linux. Et donc ils ont fait pareil pour Android. Donc du coup, un header qui répond aux appels Android, mais en les convertissant pour qu'ils soient pleinement compatibles avec le kernel Windows. Donc on n'est pas dans de la pure virtualisation. La virtualisation, on est vraiment sur de la virtualisation hardware. Là, on est carrément sur on va dire une passerelle par des headers et des bibliothèques qui font qu'on est on est plus proche du natif que de la virtualisation. Même si sur la partie graphique, c'est pas encore tout à fait vrai, il y a encore des éléments qui sont pas présents, il y a une partie des bibliothèques de gestion Linux qui sont pas tout à fait compatibles, mais ça, ils le corrigent au fur et à mesure. Et surtout, là maintenant, ils commencent à avoir les accès graphiques, donc on peut installer des applications, et on peut aussi, du coup, maintenant, passer en Android aussi. Ça, oui et non. Le truc, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même, c'est un peu buggé, un peu, dans le sens que aujourd'hui, le subsystème est encore assez peu utilisé. Mais effectivement, plus de gens vont basculer dessus, et en particulier le sous-système Android, qui est déjà, sachant qu'Android est quand même basé sur Linux, fait qu'effectivement, par vase communicant, je pense, le fait que beaucoup de monde vont utiliser le subsystème Android fait qu'effectivement ça va bonifier le sous-système Linux au passage. Ah oui, alors d'ailleurs voilà, donc pour redonner la question, mais je pense que vous voyez dans le chat, voilà, c'est effectivement Microsoft avait annoncé que Windows 10 serait le dernier Windows. Bon, bon c'est pas la première et c'est pas la dernière promesse de Microsoft pour laquelle il transforme la réalité. Voilà, ouais, effectivement, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Après, malheureusement, la réalité fait que ils ont sorti Windows 11.
Mais après, je pense que bon, c'était prévisible. Enfin, dire que Windows 10 serait le dernier et qu'ils vont rester ad vitam sur Windows 10, si ça avait été vraiment le cas, si c'était vraiment l'idée de dire que c'était le dernier Windows, il l'aurait appelé Windows, tout court. Ou le Windows, The Windows. Dire que c'est le dernier, quoi. Mais non, il l'aurait appelé Windows 10, donc ça sous-entend qu'il y aura un 11, un 12, un 13, un 14. Voilà, L'inverse aurait été surprenant. Puis toi, en plus, c'était compliqué, quoi. Oui, Windows 11 est déjà sorti, oui. Voilà, 4013, faut sortir un peu. Je devrais pas dire ça. Mais effectivement, oui, il est sorti, il est installable, bah, c'est ce que j'utilise déjà. Hein. C'est, j'ai mis à jour mon poste, postes du taf sont à jour aussi. Pas tous, hein, mais les postes que j'utilise, non, en tout cas les postes de mon service sont à jour. Et effectivement, bah, ça marche plutôt bien. Enfin, on est sur un équivalent de la bascule Windows 8, Windows 10, hein, où ça s'était pas trop mal passé. Globalement, j'ai pas trop de soucis avec, mais ça marche. Après, il y a deux trois désagréments, mais a priori, là, bah, c'est une des actualités de ça, c'est qu'ils ont corrigé quelques bugs et en plus ils vont rajouter du coup le sous-système Android. Mais effectivement, il y a deux trois bugs sur la barre des tâches, et il y a deux trois trucs qui sont améliorés sur le gestionnaire de tâches aussi. Mais bon, c'est pas non plus. Alors, ça fait longtemps, ça fait. Ouais, quand est-ce que je l'ai installé déjà? Je me souviens plus. Bah, ça fait quelques semaines en tout cas, parce que ça fait un petit moment que je suis dessus. Alors attends, je vais regarder. Ouais, je mets ça à part parce que j'ai tous mes historiques de téléchargement. J'ai pas trop envie de partager ça dans le live. Normalement, je crois que j'avais le package de gestion. Alors, non, c'est trop vieux ça. Alors, mais je crois que c'était au mois de décembre, mais je serais pas catégorique. Mhm. Ah, vraiment, ça me pose une colle. Je sais pas quand est-ce que j'ai fait une mise à jour. En tout cas, je m'en souviens plus. Mais je crois que j'ai dû faire ça début du mois, je crois. Là, comme ça me revient pas. Et globalement, ouais, compatibilité, pas de problème. Les drivers, pas de problème. Voilà, je pense que même pour les postes, parce que là, mon poste était compatible d'entrée de match complet. Par contre, j'ai quelques postes que j'ai essayé là au taf et aussi un PC portable pour lequel il y avait que le processeur qui était pas dans la liste des processeurs autorisés et aucun problème de mise à jour non plus. J'ai pas tenté sur un poste qui a pas la puce de comment dire. Microsoft en fait utilise la puce TMP2 qui est une puce de cryptage qui est intégrée dans les cartes mères depuis un moment, parce que j'ai même des PC qui ont 2 ans, ont déjà 2-3 ans, qui ont déjà la puce TPM ou TMP. Non, TPM peut-être. 2 qui est du coup était déjà intégré, donc ça fait quelques temps. Et après, la puissance du pros, franchement, je l'ai fait tourner, pour l'instant, je l'ai fait tourner sur un PC portable avec un Celeron. Ça va, ça tourne. C'est pas, donc a priori, il n'est pas si lourd que ça. Puis voilà, on n'aura plus le problème qu'il y a eu avec Windows 10, hein, entre la bascule entre disque dur classique et SSD. Donc là, de toute façon, là, Windows 11, si t'as pas un SSD, c'est mort. Hein, voilà. Ouais. Mais du coup, il marche plutôt bien. Mais du coup, oui, oui, bah, fais gaffe quand même, du coup, par rapport à cette puce. Moi, j'avoue que, autant pour le processeur, s'il y a que le processeur qui est pas compatible, voilà, la mise à jour, tu peux la faire, ça va pas, ça aura pas je pense pas que ça aura un impact significatif.
toute façon, Intel fait des mises à jour de drivers complets. Donc j'ai vraiment du mal à croire que Intel participe au fait de boycotter la mise à jour des processeurs qui sont pas dans la whitelist officielle de Microsoft, quoi. À mon avis, Intel va pas s'emmerder, ils mettent à jour leur package, point. Donc, par contre, effectivement, la puce, elle, j'hésiterais. A priori, ça marche quand même, hein. Il y a des gars sur Internet qui disent que ça marche sans problème, et Windows 11 marche aussi sur des anciennes machines. Voire même des machines sur lesquelles il n'y a même pas la puce. Voilà. Donc, a priori, c'est possible, mais je garantis pas. Là, vraiment, moi, j'hésiterais quand même parce que s'ils l'ont mis en obligatoire, ça doit pas forcément être pour rien. Là où, effectivement, la limite de pros, elle est plus une limite pour éviter les problèmes qu'il y a eu entre la bascule Windows 8 et Windows 10, dans laquelle effectivement ils avaient tellement ouvert les vannes que même des postes qui étaient vraiment limites étaient éligibles à la mise à jour Windows 10. Et là, effectivement, c'est t'enchaînes les merdes, quoi. Voilà. Alors, l'objectif de cette puce, bah, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Alors, on va essayer de voir ça. Ah, bah, c'est la première fois que j'ai utilisé cette fonctionnalité-là. Alors, normalement, c'est... Ah non, je pense que c'était PM2, hein. Voilà, c'est ça. Alors... Bon, allez, on va prendre... Comme bon informaticien, je prends le premier site. Alors, vas-y, raconte-moi tout. Donc, c'est de la cryptographie. Donc, c'est... Voilà, c'est une puce de clé de sécurité et d'identification du matériel, j'aurais tendance à dire. Enfin, d'identification. Bon, c'est l'équivalent d'une clé de sécurité, quoi, en fait, hein, pour être clair, hein. C'est un peu l'équivalent de ZIS. Donc, mais directement intégré dans la machine. Et donc concrètement, bah, c'est... Ah oui, d'accord. Toute la partie BitLocker qui est intégrée, chiffrage des données. Et donc c'est une puce dédiée qui est voilà, spécialisée là-dedans. Donc après, est-ce qu'elle est nécessaire? Bah, a priori oui. Ça a pas l'air d'être bloquant, mais il est possible que ça plante à un moment donné, quoi. Voilà. En gros, moi j'aurais tendance à partir là, en tout cas d'éviter dans le cas où la puce n'est pas présente. Donc voilà. Bon, on a passé un petit moment là-dessus, du coup. On va peut-être passer à l'actualité suivante. Enfin, sauf s'il y a des questions. Je suis toujours. Hop, j'ai perdu mon. Hop, ma côté Discord, c'est pas très bavard. Mais côté. Ouais. Bon, du coup, passons à l'actualité suivante. Un peu hors sujet, mais qui m'avait plu quand même pas mal, vu que je suis un peu en quête d'actualité, voilà. Et donc, c'est la fusée SpaceX, une des fusées SpaceX, va s'écraser sur la Lune. Donc, c'est dans quelques mois, je crois que c'est au mois d'avril, si je me trompe pas. Alors, où est-ce qu'il le dit, lui? Mhm. Donc, le 4 mars plutôt. Non, c'est même pas en avril, c'est en mars. Donc en fait, c'est donc une des premières fusées de SpaceX, hein, donc envoyée en 2015, la Falcon 9, Falcon 9 hein, pour les Français. Donc du coup, cette fusée, bon, en fait, le lanceur est resté dans l'espace et va s'écraser. Oh là, je crois qu'on a un décalage par rapport au live du coup. Euh, Alors juste pour répondre du coup en aparté par rapport à la question posée. Donc est-ce que Windows va continuer les mises à jour de Windows 10? Pas plus à mon avis. À mon avis, ils feront pas plus que les versions précédentes. Mais j'aurais même tendance à dire qu'ils vont faire moins que la version précédente. En tout cas, c'est un peu le sentiment. Je pense que le fait d'avoir proposé la mise à jour gratuitement a pour conséquence qu'ils vont
être beaucoup moins tolérants pour les postes qui se mettent pas à jour. Et du coup, ils vont vite arrêter, je pense, la maintenance, on va dire les mises à jour système, puis, enfin, rapidement entre guillemets, c'est plutôt les mises à jour de sécurité seront maintenues par rapport au temps habituel, parce que bah, il faut pas oublier les professionnels. Hein. Les professionnels sont sous Windows 10 et vont rester un petit moment sous Windows 10. Hein. Il n'y a que quelques hurluberlus comme moi qui peuvent se permettre de passer sous Windows 11 sans prendre trop de risques sur son lieu de travail. Mais effectivement, beaucoup d'entreprises sont Windows 10 pour l'instant. Ils ont toute une infra et toute une organisation rattachée à Windows 10. Ils vont attendre d'avoir un peu de recul avant de passer à Windows 11. Donc effectivement, je pense qu'on est parti pour à peu près, ouais, je pense 8 ans de mise à jour sécurité, et puis d'ici 10 ans, ça sera la fin complète du système. Enfin, et encore, dit comme ça, je trouve que c'est déjà beaucoup. Je pense même qu'on sera peut-être à la moitié de ça déjà. Je pense dans 5 ans déjà, on devrait parler déjà de Windows 12, je pense. Donc voilà. Mais après, oui, c'est large, hein, faut pas. Après, pour l'instant, Windows 10 il marche bien, c'est comme Windows 7, hein, il a été maintenu pendant pas mal de temps quand même. Hein. Donc je pense que Microsoft fera pas plus long spécialement pour Windows 10. Ils feront peut-être plus court, mais c'est même pas sûr. En tout cas, même s'ils font plus court au niveau des mises à jour système, ce qui est sûr, c'est que les mises à jour de sécurité, elles, sont parties pour un petit moment. Voilà, c'était la petite aparté réponse à la question. Donc du coup, pour revenir à cette histoire de fusée qui va s'écraser, bah, du coup, elle va s'écraser sur la Lune. Et pas de bol, ça sera côté face cachée. Donc dommage. Je pense que ça aurait lancé une grande organisation d'événements, d'observation. Je pense que ça aurait été super intéressant en fait. Donc du coup, bon, bah, on l'aura pas. On aura peut-être des photos par contre, a priori, parce qu'il y a des sondes qui passent par là à ce moment-là. On verra bien. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était la petite actualité entre guillemets marrante, parce qu'au final, voilà, c'est quand même, ça arrive pas souvent quand même qu'il y ait une fusée qui s'écrase sur la Lune, donc sans risque. Voilà. Et a priori, ça serait même l'occasion d'étudier. T'as quelques scientifiques, j'avais lu une actualité là-dessus où t'as une partie des scientifiques qui se disent qu'effectivement cet impact va permettre en fait de créer un nuage de poussière qui peut être du coup étudié, qui va nous permettre d'étudier en fait le sol lunaire via des spectrographes, etc. Là, par rapport à voilà, la réfraction de la lumière sur les poussières autour de la Lune, qui feront que ça permettra de faire des études du sol à partir de ce nuage de poussière. Oui, c'est un débris spatial hein, qui, par les jeux d'interaction Lune, Terre, Soleil, Jupiter, parce que Jupiter intervient aussi, hein, faut pas croire. A priori, il y a une légère influence sur les éléments. Bah, effectivement, bah, pas de bol. Ça tombe sur la Lune. Après, malheureusement, c'est comme ça fait partie des premiers lanceurs. Et déjà, ils étaient très contents de l'envoyer dans l'espace. Et malheureusement, bah, il est très, 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 très difficile de prévoir une telle trajectoire sur de si longues durées avec autant d'interactions possibles. Voilà, on est sur des calculs quand même assez fous. Et effectivement, bon, bah, malheureusement, ça retombe sur la Lune. Bon, voilà. Mais c'est a priori, ça sera une occasion scientifique de découvrir de nouvelles choses sur notre satellite naturel. Voilà, c'était la petite actualité astro de ce live. Donc, passons à l'actualité suivante. Donc, j'espère que le live est pas trop décalé, parce que... bah si, du coup, voilà, je confirme que c'est décalé.
Donc on va revenir vite fait sur cette actualité, parce que du coup je viens de voir le message. Donc d'habitude ils font en sorte que ça retombe. Oui, tout à fait, on est bien d'accord que la NASA, etc., font en sorte que ça retombe sur Terre. Le truc, en fait, c'est que la Falcon 9, et au moment de ce test de SpaceX, le but était de sortir de l'atmosphère, en fait, l'orbite basse de la Terre, et de prouver qu'ils étaient capables de la dépasser. Et à partir de là, effectivement, bah oui, ils l'ont dépassée. Mais du coup, elle retombe pas. C'est la conséquence intrinsèque de dépasser la limite, en fait. C'est dommage, mais c'est l'idée quand même. Donc du coup, effectivement, bah, comme ils ont dépassé la limite, eh ben, elle ne retombe pas. Et donc ensuite, bah, là où normalement elle aurait dû rester plus ou moins en zone safe, bah, avec les jeux d'interaction gravitationnelle du système solaire, bah, effectivement, bah, c'est la Lune qui se la ramasse. Voilà, c'est pas de chance. Après, pas de chance, effectivement, je te l'accorde que il est peut-être possible que s'ils avaient poussé plus loin l'ensemble des éléments, etc., peut-être que c'était évitable. Et encore, je dis ça, mais en total novice de la mort, donc en fait là je raconte peut-être un gros bullshit, donc voilà, je présumerai pas en fait de ce qui était possible ou pas de calculer, mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr c'est qu'elle va se cracher. Voilà. Enfin, encore, c'est sûr, peut-être qu'en fait, ils se sont aussi plantés et que du coup, en fait, elle se crachera pas sur la Lune. Elle se mettra peut-être en orbite. Et du coup, on aura pollué l'orbite lunaire. C'est parfait. Ouais, on a pourri l'orbite de la Terre. Maintenant, on va aller pourrir l'orbite de la Lune. Voilà, on est bon pour ça, hein, je crois, hein. Mais bon, donc ce qui est sûr, en tout cas, c'est effectivement après, clairement, le billard cosmique, c'est un élément qui est quand même difficile à mesurer. Ah, c'est sûr, oui, oui, oui. Bah, de toute façon, c'est indirectement, bah, c'est ce qui s'est passé il y a pas longtemps, hein. C'était une des actualités des Russes, hein. C'était les Russes qui ont tiré un missile pour détruire un satellite russe, qui a du coup généré énormément de débris, qui a du coup généré une alerte enfin une alerte de pré-évacuation de la station internationale à cause des débris qui devenaient du coup imprévisibles parce que ça faisait trop de débris d'un coup et que effectivement c'est hyper problématique. Et c'était que un missile qui a fait péter un petit satellite. Effectivement, si tu as une fusée entière qui explose dans cette zone-là, je pense que ça va être le bordel. Sachant que c'est déjà bien le bordel, hein, en fait, quand tu étudies un peu les articles sur le sujet. Il y a déjà des zones dans l'orbite de la Terre qui sont quasiment impraticables. Beaucoup trop de débris et beaucoup trop dangereux en fait d'aller foutre le bordel dans cet endroit-là parce que après tu crées un billard de débris qui est très difficile à recalculer. Donc c'est déjà un peu la merde en fait, hein. D'où le fait qu'il y a aussi actuellement, il y a un pan de recherche dans le spatial qui est comment récupérer ces débris. Donc il y a plein d'idées de magnétique en utilisant des genres de serpents magnétiques voilà, dans l'espace pour essayer d'agglomérer en fait une partie des objets. Il y a des lasers, il y a des comment dire essayer en fait d'envoyer des comment dire des objets plus gros pour essayer d'attirer les petits pour ensuite les envoyer dans l'atmosphère. Enfin, il y a plein de projets que ce soit américains ou japonais aussi, même les chinois, je crois qu'ils travaillent un peu dessus, mais c'est pas leur priorité par contre.
Là, ils travaillent beaucoup sur les lanceurs aussi, parce on en parle très peu en Europe. On parle beaucoup de SpaceX, hein, ça c'est sûr, mais il y a l'équivalent de SpaceX qui est... alors, comment il s'appelle? Je crois que c'est eSpace, c'est rien que son titre est déjà une forme de contrefaçon. Mais du coup, les Chinois aussi, hein, ils ont leur propre programme spatial de mini-lanceurs réutilisables. Ils sont au même niveau que SpaceX, un peu plus petits. Ils n'ont pas l'énorme, la Falcon Heavy, ça, je crois qu'ils n'ont pas encore en tout cas. Mais ils ont déjà des lanceurs type Falcon 9, enfin, Falcon 9, c'est laquelle? C'est la Heavy ou pas? Je me souviens plus. Mais bon, bref. En tout cas, les lanceurs qui partent et qui reviennent, c'est déjà une technologie qui maîtrise. Et voilà, mais on en parle très très peu dans les pays occidentaux. Quelle surprise. Mais bref, voilà. En tout cas, il y a de quoi faire, mais effectivement, le calcul des débris, c'est quand même un sujet qui est quand même très épineux, très complexe, avec énormément d'interactions, qui fait qu'effectivement, c'est très compliqué de prévenir l'ensemble des éléments et des interactions gravitationnelles qu'il peut y avoir dans l'espace. Voilà, c'était une grosse aparté. Oui, l'astronomie m'intéresse aussi, a priori. Si vous n'aviez pas deviné, ça m'intéresse. Donc, du coup, passons, enfin, à l'actualité suivante. Le fameux Steam Desk, enfin Deck, plutôt. Donc, a priori, il sort le 25 février s'il n'y a pas de nouveau retard. Je pense que là, bon, c'est peu probable qu'il y ait du retard sur ce produit-là à date. Donc a priori, bah, voilà, les annonces avancent petit à petit. Il n'y avait pas eu beaucoup d'infos a priori quand même les derniers mois. Moi après, ce qui m'inquiète, c'est surtout les jeux disponibles. En fait, en réalité, il y en a très peu. Parce que là, comme ils disent dans l'article, on est à peine à une centaine de jeux compatibles. C'est une Switch Steam, tout à fait. C'est tout à fait ça. Y a même pas de, ils s'en cachent même pas en soi, hein. On dirait une grosse. C'est pas la Mega Drive ou la Sega Mega Drive. Ça, pour moi, c'est quasiment le même design, j'ai l'impression. T'as vérifié? Je crois que c'est ça, hein. Ah non, la Mega Drive, c'est pas la. C'est une. Sega. Attends. Ah, c'est pas facile d'écrire quand t'as le clavier. Quand t'as le micro devant le clavier. Je crois qu'ils avaient fait une console portable, mais je me souviens plus. Euh... Bah voilà. Ouais, c'est une Mega Drive portable, mais j'ai pas tout à fait ça. Ah bah voilà, c'est celle-là. Ah, c'est la Game Gear, voilà, oui, Game Gear, oui. Bah oui, j'aurais dû regarder le chat. Merci 4013, oui, c'était la Game Gear. Donc, faut avouer quand même que, franchement, il y a quand même une sacrée ressemblance, je trouve. Là, ça, pour ceux qui voient pas, c'est la Game Gear, c'est celle-là. Ouah, quand même un peu, hein, je trouve, hein. La ressemblance est quand même présente, tout petit peu. Donc voilà, en tout cas, le produit est là, mais avec bah, 101 jeux pour l'instant. Après, a priori, ils font les deux compatibles, mais on est à tout juste 60, à peine 60 jeux vraiment vérifiés. Ouais, et comme ils disent, hein, le catalogue de Steam, c'est quand même 40 000 jeux. Bon, c'est sûr que les 40 000 ne tournent pas dessus. Mais bon, vu le catalogue et surtout que bah, ils sont attendus là-dessus, quoi, pour être clair. Enfin, le Steam Deck, enfin, le but c'est d'accéder à son catalogue de jeux Steam. Si c'est pour n'avoir qu'une cinquantaine de jeux dessus, de vérifier en tout cas. Euh, ouais.
Déjà que je suis pas convaincu, hein. Après, je suis vraiment pas convaincu par le produit. Pas le Steam Deck en particulier, hein. C'est le concept de console portable, de pseudo console portable. C'est surtout ça. C'est le côté pseudo en fait, parce que c'est déjà des gros produits qui nécessitent du coup une grosse batterie. Du coup, elle tient pas longtemps. Utilité. Donc, c'est pas un PC. C'est pas une console non plus. C'est pas une console de salon. C'est une console portable, mais qui est pas trop portable non plus. Moi, je comprends pas le concept. Le succès de la Switch, je pense qu'il est surtout dû à l'échec de la Wii U, mais voilà quoi, c'est vraiment, je comprends pas le concept. Enfin, j'y ai aucune utilité. Je dirais plutôt ça. Ouais, allez, pour être soft, hein, voilà, c'est vraiment de dire que j'y vois aucune utilité dans mon utilisation habituelle. Ouais, après, oui, effectivement, il y a les exclusivités Nintendo. Bon, ça, je, je nie pas qu'effectivement, les jeux Nintendo, en général, sont plutôt très bien travaillés. Mais bon, pour moi, ça justifie pas assez, hein. Pour moi, le seuil passe pas. Une vraie console de salon, c'est quand même mieux. Ouais, j'ai une Wii, la Wii U, je l'ai aussi. Mais voilà, quoi, ouais, quand je veux acheter une console, c'est une console salon, quoi. C'est la console portable. Enfin, aujourd'hui, on a tous des téléphones portables, quoi. Enfin, en plus, la Switch, c'est un Android modifié, c'est bon, quoi. Ouais, pour après reprendre le principe de la Wii, oui, ouais, oui, il y a les manettes sur le côté, etc. Mais bon, pour une partie des jeux, c'est pas très compatible. Il y a que les jeux Nintendo en réalité qui en profitent réellement. La plupart des autres jeux n'en profitent pas. Donc, ouais, je suis pas. Voilà, mais bon. Je fais pas. Le but n'étant pas de faire le procès de la Switch, mais juste le procès du coup du Steam Deck, qui du coup aura un catalogue un peu limité par rapport à ce qu'on pourrait s'imaginer d'une Steam Deck. Voilà, c'est à voir clairement dans la durée, mais pour l'instant, déjà que j'étais pas convaincu par le concept de tablette de jeux vidéo, si en plus il n'y a pas beaucoup de jeux du catalogue, voilà, ça perd totalement de son intérêt, je trouve. Mais bon, ça reste que mon avis, on va dire ça comme ça. Ah ben, clairement, effectivement, tout ce qui est la capture de mouvement dans les jeux, etc., c'est devenu une caractéristique des consoles Nintendo, oui. Et en bien, dans le sens que, effectivement, ça, comment dire, ça a démocratisé quand même l'utilisation des consoles pour l'âge un peu plus élevé. Et surtout, bah, ça a ouvert en fait le jeu à des personnes qui savent pas jouer, hein, fameux casu, casu de chez casu, hein, mais c'est pas plus mal. Je trouve que franchement, j'ai passé des bons moments sur la Wii, sur la Wii U, voilà, même la VR, hein. La VR, effectivement, pour moi, c'est un peu le summum du concept de la détection de mouvement, etc., qu'a porté la Wii. On est sur le maximum. Pour dire, j'avais vu à l'époque, c'était qui? Oh là là, vache, je ferais retrouver la chaîne YouTube. C'était un projet de vision 3D avec les manettes de la Wii. En fait, le mec, il avait inversé le principe du capteur. Et du coup, en fait, au lieu de reproduire le mouvement en jeu, il adaptait en fait l'écran en fonction de la manette qu'il mettait au niveau de la tête. En fait, il avait mis un genre de lunettes
lunettes modifiées avec le capteur de la télécommande sur le côté des lunettes. Et du coup, ça permettait en fait de pouvoir visualiser les objets en 3D à travers l'écran. Et effectivement, ça donnait un rendu de vrai 3D qui était complètement dingue en fait. Je sais pas, je sais même plus comment elle s'appelait quoi, mais le mec, ouais, c'était un bidouilleur, mais c'était incroyable, quoi. J'ai regardé ses vidéos, le mec, il est arrivé à te faire de la vraie 3D avec un écran plat, quoi. Enfin, un écran classique, quoi. On n'était pas sur de la lunette 3D, etc. Mais t'avais quand même un rendu 3D qui était génial. C'est... Mais bon, ça a pas marché. C'est plein de projets comme ça, de bidouilleurs de l'extrême, là. Je trouve ça très drôle à regarder des fois. Mais bon. En tout cas, pour moi, le Steam Desk, c'est pas gagné. Donc passons à l'actualité suivante. Le fameux produit, un nouveau produit de Elgato. Un pédalier, enfin 3 pédales connectées à 100, enfin 90 euros. Ça fait cher de 3 boutons, hein, faut avouer quand même, je trouve. Donc là, il y a carrément, bon voilà, il présente le produit là, donc c'est vraiment, voilà quoi, il y a 3 boutons. Voilà, il y a un, deux et trois, celui du milieu et deux sur le côté. Voilà, ça permet de faire plein de choses, hein, mais bon. Donc là, on va remonter sur la vidéo, je crois. Voilà, c'est la présentation. Donc après, on peut mettre différentes actions, etc. Au même titre que tous les autres produits Elgato qui ont des boutons. Mais bon, voilà, comme la vidéo il montre, hein, c'est... Ouais, ouais. Je crois que c'est parce que j'ai pas la vision des joueurs console, en fait. Ça doit être pour ça. Je pense qu'il y a que les joueurs en fait, en y pensant comme ça, en fait, il y a que les joueurs console qui sont concernés par ce produit. Je pense qu'un clavier a suffisamment de boutons pour ne pas avoir la nécessité de ça. Sachant qu'en plus, t'as le truc à côté, t'as le Elgato, le Stream Deck à côté. T'as 12 boutons. Après, moi, je sais que pour montrer le principe, hein, je vais vous montrer. Alors, je sais pas si. Hop, non, on va pas casser tout ça. Hop, je vais le débrancher du coup. Alors, je vais juste vérifier mon retour caméra parce que sinon je vais pas le voir. Hop, voilà. Voici mon équivalent Elgato. Voilà, j'ai mes raccourcis, j'ai mes trucs. Hein, donc, par exemple, pour Elite Dangerous, hein, parce qu'à l'époque où je faisais l'Elite Dangerous, j'ai tout mon panel avec plein de boutons et plein de raccourcis. Voilà, ça coûte 3 euros. Enfin, pas la tablette, hein. La tablette, bon, c'est du recyclage, hein, donc c'est écologique. Et l'application coûte 3 euros. Voilà. Et ça fait que ça fait pareil en fait. Voilà. Donc si un jour ça intéresse quelqu'un, je serais ravi d'en parler dans un live. Voilà, je trouve ça moins cher, ultra personnalisable. Je peux mettre des boutons partout. Je peux contrôler plein de choses en même temps. Voilà, c'est pas mal. Moi, je suis plutôt fan hein, du principe. Hein. Je peux gérer mon Spotify. J'ai l'heure qui est affichée en haut. Alors j'ai mis l'heure hein, pas parce que voilà, c'est juste que dans Windows 11, ils ont oublié de mettre l'horloge sur les écrans additionnels. Donc du coup, on peut plus mettre l'heure sur les écrans secondaires. Donc du coup, quand tu lances un jeu en plein écran, bah t'as plus l'heure. C'est super pratique. Merci Microsoft. Donc du coup, je l'ai déporté. Je l'ai mis là-dessus. Voilà. Donc voilà. Donc si un jour il y en a que ça intéresse, voilà, je suis prêt à faire une vidéo là-dessus. Je serais ravi de présenter mon Steam Desk. Enfin, non, mon Steam Desk. Mon Stream Deck low cost. Je suis prêt à en parler. Mais bref, en tout cas, c'est un outil que je trouve pas mal. Hop. Non, me fous pas ça là. Voilà. Donc du coup, passons à la dernière actualité que j'ai pu trouver pour cette semaine.
Donc, il n'est pas des moindres, hein. Enfin, c'est alors, pas cette semaine, hein. Ça date d'aujourd'hui. C'est la réponse de Sony qui est emplie d'ironie, je trouve. Que, quand même, parce que Sony Interactive rachète du coup Bungie pour 3,8 milliards de dollars. Bon, là, c'est vraiment petit en comparaison, hein. On est quand même sur un budget qui a rien à voir, hein, entre les deux, mais c'est surtout Bungie, quoi. C'est le grand divorce d'il y a quelques années, là, entre Blizzard, Activision et Bungie, hein, parce que ne pas oublier quand même que Bungie, qui du coup a développé Destiny et Destiny 2, avait été donc en accord plein et entier avec Blizzard, donc ils avaient carrément Destiny 2 était disponible sur Battle.net et sur l'application dans l'écosystème Blizzard. Et suite à un désaccord profond sur le développement du jeu, en particulier, je crois que le cœur du problème c'était le fait que le jeu passe en free-to-play, machin, etc. Fait qu'effectivement, Bungie s'est complètement retiré en fait de Blizzard, à tel point que du coup maintenant c'est Sony qui l'a racheté. Je trouve que c'est très ironique en soi. Mais du coup, bon. On verra bien ce que ça donne, hein. De toute façon, je pense que bon, Destiny était déjà une exclusivité Sony, je crois, sur le premier. Il n'y a que le 2 qui était sorti sur PC. Bon, ce sera peut-être le dernier à être sorti sur PC du coup, hein, parce que je pense que Destiny 3 ne sera pas sur PC du coup. Au même titre que quelques jeux Blizzard ne seront plus Sony, je pense. En tout cas, pas dès la sortie, quoi. Je pense qu'il y aura toujours quelques années de décalage. Voilà, en tout cas, c'était la grosse actualité, entre guillemets, d'aujourd'hui. Parce que ça a été publié tout à l'heure, quoi, en fait. Voilà, ça a été annoncé tout à l'heure. Donc, voilà. Pas plus d'infos, du coup, hein. Bon, c'est pas grandement intéressant, mais c'était en tout cas la réponse de Sony. Voilà, et voilà, on a fait le tour des actualités que j'avais sélectionnées. Parce que là, j'ai plus grand chose en stock. Faut avouer que là, la semaine a été pauvre, hein. On a beau. J'ai gratté un peu pour essayer de trouver des actus, etc. Là j'ai tiré un peu sur la rallonge sur certains sujets. Mais effectivement, là, c'est pas la période faste d'actualité. Mais n'empêche que il y a ouais, une petite heure là d'actualité, c'est déjà pas mal. Oula, par contre, j'ai des erreurs dans mon outil. Hop, il va falloir que je corrige ça bientôt. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Bref, en tout cas, moi, c'était la petite phase d'actualité. Alors bon, merci pour mes 2 viewers, du coup, encore, hein. Alors, je sais pas trop si malheureusement le live est agréable, hein, parce que je vois mon petit rapport, si vous voulez voir, voilà. C'est le petit rapport de Twitch sur le stream, hein. Vous voyez que normalement c'est censé être plat là. Voilà, c'est censé être plat. C'est pas plat du tout. Donc il me dit que c'est stable à côté, mais bon, non. Je sais que c'est pas stable. Donc bon, c'est beaucoup de creux quand même, hein. Et ça, c'est pas bon pour le stream. Ah là là. Mais un jour j'aurai la fibre. Un jour. Bonjour, Cucui. Enfin, Cruy, excuse-moi. Bienvenue dans mon live. Là, tu as malheureusement raté le gros du traitement des actualités, mais si tu veux, prochain live, le prochain lundi, il y aura de nouvelles actualités en espérant que la semaine soit un peu plus intéressante. Parce que la semaine dernière était un peu pauvre, je trouve.
Donc on verra ce qui sort cette semaine. Mais voilà, donc pour le dire, hein, c'est voilà, c'est les... Alors, effectivement, reparler de vieux articles, bah pourquoi pas, écoute, hein, moi je suis au contraire, je suis plutôt d'accord de discuter que d'anciennes ou nouvelles actualités. Essayer de donner un peu de contextualiser aussi la news. Je pense que ça peut être intéressant, donc du coup, oui, je suis... À la limite, le off, il peut être là pour ça, hein, de partager des actualités, ou sinon partager aussi dans la taverne, hein, et après, si l'actualité est intéressante à traiter, j'hésiterai pas à en parler pendant le live, voire même, vous pourrez me le rappeler en live. Donc oui, moi je serais... Là, clairement, moi, ce que je souhaite, c'est de créer une dynamique autour de ça, de pouvoir parler d'informatique, de pouvoir voilà, de partager ma passion et on va dire toutes les possibilités, toutes les nouvelles qu'il peut y avoir, parce qu'il y a quand même énormément de choses. Parce qu'après, il y a la frontière entre informatique, technologie, etc. est quand même assez mince, hein, donc en général, on peut basculer de l'un à l'autre. Entre les jeux vidéo et après, sans parler de tous les problèmes techniques, les bugs, les problèmes voilà, de défaillance, comme OVH par exemple, qui est une défaillance à eux seuls. Voilà, c'est quand même... voilà, je pense qu'il y a matière pour créer une dynamique. Après, on verra bien si ça donne, si ça donne quelque chose. On serait ravis. Mais bon, pour l'instant, voilà, nous sommes deux. Donc voilà. Ce qui est déjà bien. C'est bien deux. Ça pourrait être zéro. Donc on va rester optimiste. Mais après, clairement, je compte enfin, travailler un peu le sujet. En tout cas, diversifier la façon d'organiser les lives. Parce que là, pour l'instant, je suis un peu dans la review d'actualité, etc. Hum, Parce que aussi, techniquement, je peux pas aller plus loin pour l'instant. Voilà, parce que techniquement, là, si je fais bouger un peu trop une image, j'ai la vidéo qui lag. Je peux pas afficher des trucs en bonne qualité, donc du coup c'est illisible. Là c'est déjà le cas, hein. De toute façon le stream est quasiment illisible à l'écran, sauf pour les gros titres et encore. Malheureusement, voilà, je suis bloqué techniquement par ce que je peux streamer, quoi. Bah oui, 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 clairement. Bah après c'est faire de la pub, c'est une chose. Après là vraiment, à vrai dire, pour être honnête, c'était l'idée. Le fait de me lancer avant que j'ai la fibre. Bon déjà c'est, on va dire, j'ai passé 8 mois à me battre avec eux et j'ai pas encore fini, hein, voilà, parce que normalement je suis censé avoir l'appel du service fibre pour me donner un rendez-vous du technicien. Voilà. Normalement c'est cette semaine. Voilà, ils m'ont dit ça la semaine dernière. On va espérer que ce soit possible. Mais effectivement, ça fait des années en fait que je veux faire des lives, etc. Et ça fait des années que j'ai pas la bande passante. Donc à chaque fois, j'ai repoussé, et puis là, ça m'a gavé quoi en fait. Ils m'ont vraiment gavé. Donc du coup, je me suis dit, bah tant pis, je me lance quand même. Et ça va me permettre aussi de m'entraîner, d'essayer d'améliorer le concept, de commencer à travailler un peu l'idée, de peaufiner un peu, parce qu'effectivement, là, au début, je me disais, bah, ça va bien se passer, il y aura largement de quoi faire.
Bah, en fait, effectivement, bah, il y a quand même des semaines très riches en actu, des semaines avec beaucoup moins. Donc, je pense que il y a moyen de. Je vais essayer de diversifier là-dessus, mais effectivement, il y a toute une partie que je voulais faire, c'était de tests de logiciels, un test de solutions, d'outils serveurs, de déployer des serveurs en live, etc. Mais je peux pas. C'est illisible de toute façon. Alors déjà que c'est pas super, enfin, je dis pas que c'est pas super intéressant. Enfin, si, mais c'est juste que si un live, si déjà tu vois pas grand chose quand c'est un jeu, c'est pas déjà pas top. Mais quand c'est des trucs écrits et que t'as envie de suivre, ah putain, mais enfin, si c'est flou, ça a aucun intérêt, quoi. C'est vraiment aucun. Enfin, c'est lisible, c'est incompréhensible. Enfin, ça a aucun intérêt. Voilà, faut avouer que j'ai envie de streamer, mais je suis un très mauvais public de stream. J'ai du mal en fait, à rester captivé par un stream. Voilà. Mais streamer, ça me dérange pas. Je- Mais bon. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, je vais me cantonner aux reviews d'actualité. Je vais essayer de l'améliorer en essayant d'apporter des choses, en essayant aussi bah, qu'on en discute plus sur le Discord. Donc, comme je dis, n'hésitez pas à utiliser les fils d'actualité, enfin les fils de Discord pour commenter une actualité, etc. Ça peut être, je pense, un super outil pour partager et débattre sur des sujets. Ça peut même lancer des débats et les poursuivre ensuite en live, voire même utiliser la fonction conférence de Discord. Donc là, il y a vraiment du potentiel derrière. Je pense que ça serait super intéressant de faire des débats sur des sujets très précis. Voilà, des débats sur des sujets, bah, Linux, enfin, la mort de Linux face à Microsoft, ça peut être un sujet intéressant. C'est volontairement provocateur dit comme ça, mais ça peut être un sujet de débat intéressant. Mais pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait un peu plus de monde aussi. Donc, on verra bien. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de garder le rythme. C'est même pour ça que je me suis pas imposé un rythme trop dur. Pour moi, c'est bah, déjà une fois par semaine, c'est déjà pas mal en fait. Mais c'est surtout que je fais ça en début de semaine parce que ça me permet d'être bah, plutôt frais en réalité du week-end, etc. Parce que j'avais essayé pendant un temps de faire des lives le jeudi ou le vendredi. C'est mort. En fait, j'ai pas tenu parce que c'est fatigant. Enfin, faut pas. Voilà, c'est quand même préparer un live, etc. Même si là, pour l'instant, je fais que de la review. Bah, il y a un côté un peu. Voilà, faut être actif, il faut essayer de rendre ça dynamique, etc. Donc, ça nécessite un peu de l'énergie. Donc, il vaut mieux faire ça en début de semaine que. Enfin, voilà. Ça, j'ai d'expérience, là, des deux trois lives que j'ai pu faire dans mes autres vies de sysadmin. C'est effectivement le lundi me semble être un créneau particulièrement adapté, même si effectivement c'est peut-être pas le jour où tu as le plus de viewers. Après, est-ce que vraiment il y a un jour où tu as plus de viewers? Vous avez 3 heures. Mais ce qui est sûr, c'est voilà, je vais essayer de construire au fur et à mesure, d'éviter de m'éparpiller et que je lâche en cours de route. Là vraiment, j'essaie de me focus sur ça, les lives, parler d'actualité, éventuellement un peu de débat et vraiment, si j'ai vraiment des trous complets, éventuellement un peu de jeux vidéo par-ci par-là. Mais c'est clairement, ouais, c'est pas que je me sens pas à l'aise dans le jeu vidéo, c'est juste que bah, je suis plutôt casu en fait dans le principe. Je suis pas un hardcore gamer sur un jeu à fond. Voilà, j'ai jamais su me bloquer sur un jeu. Et du coup, l'histoire du jeu, les concepts, voilà, le game design, etc. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est juste que c'est pas ce qui me fait vibrer, donc du coup, c'est pas ce que je retiens. Donc du coup, bah, j'ai pas grand chose à dire, à part dire que bah, le jeu, je l'aime bien, je l'aime pas. Voilà, c'est
je trouve pas ça très intéressant et je pense qu'il y a largement mieux sur Twitch et par rapport à ce que je pourrais apporter. Donc du coup, par contre, ma passion de l'informatique, elle, je peux l'apporter. Voilà, c'est tout le concept. Donc voilà, on va espérer que ça dure et qu'à un moment donné, bah, il y aura un petit noyau de viewers, histoire voilà, d'avoir des petites soirées débats tranquilles, enfin de review d'actualité et un peu de débat du coup sur les diverses événements qui ont pu se passer dans l'high-tech. Voilà. Alors, c'est assez étrange, ce sentiment de faire des longs monologues. Je pense que ça va passer avec le temps. Mais voilà. Donc bon. Voilà, il est 23h22. Si vous avez des questions, bah, je suis ouvert à toute question informatique, technologique. Euh, on va éviter les sujets politiques, hein, surtout que ça a l'air assez mouvementé ces derniers temps. Donc ça, je parle pas, ça. Ça, je vais mettre une charte, enfin, une limite. Il y a des sujets que je veux pas parler. Et je ne vais pas parler politique. Voilà. Sauf si vraiment ça concerne le domaine informatique pur et dur, mais j'irai pas plus loin. Eh ben, merci, Cricri, de ton sub, enfin ton sub, ton abonnement, ton follow plutôt. S'il faut que j'utilise les bons termes aussi, ça peut être bien. Voilà, merci. T'as vu, normalement, t'as même eu la petite animation et tout. Ça marche. Ça lag, mais ça marche. Donc voilà, en tout cas, je pense que je vais arrêter le live pour ce soir. En tout cas, s'il n'y a pas de questions. Je sais qu'il y a un gros décalage dans le chat, donc j'essaie de passer de faire durer un peu, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas une petite dernière question en passant. Mais bon, en tout cas, on est... voilà, c'était... On va dire court par rapport à l'autre fois, parce que je crois l'autre fois on avait une durée, les bons 2 heures quasiment, je crois. Mais bon, de toute façon, c'est pas si grave, on a eu le temps de parler de tous les sujets que je voulais traiter, donc c'est parfait. Ok. Bah écoutez, bah en tout cas moi ça, voilà, moi ça me fait toujours plaisir de faire ces lives, donc bah, je vous dis à la prochaine et voilà au prochain live, les conquérantes et conquérants. Allez, ciao.